Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, je vous amène dans l'univers glauque et macabre des crimes commis à Los Angeles dans les années 30, 40, 50 et je vous amène dans le jeu Detective City of Angels de Van Ryder Games. Detective City of Angels, c'est un jeu qui va se jouer de 1 à 5 joueurs. Ça va prendre entre 1 et 2 heures pour une partie. C'est à son cœur, son plus simple élément, un jeu d'enquête. Fait qu'on va se promener sur la carte de Los Angeles, on va interroger des gens, tenter de trouver énigmes, de résoudre énigmes et de trouver des indices pour résoudre un crime qui a été commis au début de la partie. Le jeu vient dans 3 modes de jeu. Le mode de base, c'est le mode dit Chisel, dans lequel il y a un joueur qui incarne le Chisel, qui n'est pas vraiment un personnage, qui est plus une espèce de supervision de la partie. Ce joueur-là va jouer contre tous les détectives, ou va tenter de retarder l'enquête, de les mener à des fausses pistes, et de s'arranger pour que les détectives manquent de temps, que les criminels s'échappent. Dans ce mode-là, tous les détectives sont en compétition entre eux. Fait que c'est pas un mode one versus all, pas tout à fait, c'est one versus everybody, dans lequel il y a un détective qui va tenter de résoudre l'enquête avant tous les autres. Fait que c'est une course. Le deuxième mode de jeu, c'est le mode solo ou coopératif. C'est le même mode où un ou plusieurs joueurs vont contrôler le même détective collectivement puis vont tenter de résoudre une enquête également. Et il y a un vrai mode one versus all où il y a un Chisel et les joueurs vont contrôler un ou deux, je pense. Non, c'est juste un détective. Ils vont se partager le contrôle d'un détective puis ils vont tenter de résoudre l'enquête alors que le Chisel tente de les ralentir. Donc, sur ce, je vous montre comment on place ça. Je vous montre comment on joue et je vous dis à la fin ce que j'en pense. Pour le placement du plateau, c'est pas bien compliqué. Ça, c'est notre plateau ici. Tout ce qu'on a à faire dans l'espèce de placement général, c'est de se trouver un petit plat dans lequel on va mettre tous ces jetons de monnaie qui sont appelés dans ce jeu-là le scratch. On a une place ici pour les placer sur le plateau. Dans le fond, la seule chose vraiment qu'on a à faire, c'est sur le côté droit du plateau, comme ça. On va se prendre un jeton qu'on va aller placer sur une case spécifique selon le nombre de joueurs qu'on est. Présentement, disons que j'installe une partie à 3 joueurs. Fait que je vais aller placer le jeton sur le chiffre 8, qui est le chiffre de base pour 3 joueurs. C'est d'ailleurs indiqué sur le plateau ici, 2, 3 ou 4 joueurs. Juste à côté, il y a des petits indices de chapeau là, pour indiquer. Grosso modo, c'est le nombre de tours de jeu qu'on a pour résoudre l'enquête. Fait que pour le plateau, là, c'est tout ce qu'il y a à faire. La mise en place principale, c'est plutôt le Chisel qui va avoir à la faire. Dans sa mise en place individuelle, le Chisel, il va avoir besoin de son plateau personnel. Son plateau personnel, ça ressemble à ça ici. Grosso modo, il y a un rappel de comment ça fonctionne les interrogatoires un petit peu pour le Chisel. C'est pas recto verso, fait qu'on a juste un côté. Fait que ça, il va se garder ça dans sa zone de jeu. Une des premières choses qu'il va faire, c'est que chaque joueur a une série de petits jetons, des petits jetons leviers qui sont comme ça ici. Il va en prendre un par joueur, il va commencer avec ça. Fait que ça, il va se garder ça dans sa réserve personnelle. Deuxièmement, le Chisel va avoir ici son Casebook and Solutions Files. Il va avoir un document qui lui appartient juste à lui. Il va avoir un résumé narratif général de la partie, puis il va avoir les spécificités de l'enquête en cours qu'on va avoir choisi. Disons qu'on choisit l'enquête Blood on the Pier. Il y a un briefing à lire, il y a les règles spéciales, puis il va y avoir de l'autre côté, ça je reviendrai dans quelques instants, mais il va y avoir des informations sur cette enquête-là. Fait qu'il va se garder ça pas loin, puis il va avoir l'ouvrir, parce qu'au début de la partie, il va falloir qu'il lise à tous les joueurs la partie narrative qui vient à ça. Dans chaque enquête, il y a une petite boîte qui vient avec du matériel secret à l'intérieur. C'est le Chisel qui va avoir à aller ouvrir cette boîte-là. Une fois qu'on ouvre la boîte, à l'intérieur, on a un paquet de petits éléments comme ça. Ça, je reviendrai sur chacun des éléments. Fait qu'on a une pile de cartes recherche que le Chisel va se garder proche de lui. Il y a une pile de cartes lettrées qui vont aller de A jusqu'à un certain nombre de lettres. Ça peut aller jusqu'à L selon les cas. Et dans le haut du plateau, on a des cases qui correspondent à ces lettres-là. Fait que le Chisel va avoir à aller placer chaque case au bon endroit, chaque carte plutôt, sur la bonne case pour commencer la partie. Les autres cartes
sont des cartes d'interrogatoire. Le Chisel va les prendre, puis il y a une espèce de petite pochette comme ça qui vient avec, qui ressemble aux pochettes de Gloomhaven pour ceux qui ont déjà joué. Il va aller les mettre par-dessus pour cacher ces cartes d'interrogatoire-là, puis il va garder ça sur sa zone de jeu. Ce manuel-là, il le garde précieusement avec lui. Il y a beaucoup d'informations importantes. Et dans sa mise en place individuelle, le Chisel, on va lui dire de tourner certaines cartes ou d'aller placer certains standees dans sa mise en place. On va voir par exemple ici, il y a une petite narration pour commencer l'enquête, puis ensuite on dit Flip case A and place the crime scene marker at 99. Fait que Flip case A, ça veut dire qu'on va tourner la première carte, elle va commencer à révéler. Ici, on a l'identité de la victime qui a été trouvée, il y a eu un meurtre qui a été commis. Deuxième chose, on m'a dit de placer le crime marker. Crime marker, c'est ce petit jeton-là. Je vais aller le placer sur le 99, c'est ça qu'on me disait de faire. Ça veut dire que c'est là qu'on a retrouvé la victime. Puis ensuite, on va tout simplement suivre toutes ces consignes-là dans la mise en place initiale. Fait que chaque enquête va avoir sa mise en place spécifique. On va me parler de la mise en place de standee. Il y a un espèce de gros punchboard de standee que je ne vous montrerai pas parce qu'il y a un petit peu de spoilers dessus. Mais on va nous dire pour chaque case quel standee aller prendre. Ça représente les différents suspects ou les différentes personnes qu'on peut aller interroger dans cette enquête-là. Puis on va nous dire dans la mise en place où est-ce qu'on les place ou si on ne les place pas sur le plateau. Par exemple, je peux voir que ici, dans ce paragraphe-là, on me dit Place Mog Standee at 96. Fait que là, je vais pouvoir aller chercher le standee de Mog. Si ma mémoire est bonne, c'est lui ici. On me dit de le placer à 96. 95, ça doit pas être loin. 96, il est juste là. Enfin, en fait, Mog, c'était lui. Il est juste là. Puis là, on va me dire de placer toutes les choses comme ça. Fait qu'éventuellement, je vais avoir, par exemple, comme ça, je vais avoir des standees de différents suspects déjà placés sur le plateau. Fait que, comme vous l'avez vu, c'est principalement le Chisel qui va faire la mise en place spécifique du plateau selon le cas qu'on tente de résoudre pour cette partie. Donc, pour le placement de chacun des détectives, première chose qu'ils vont faire, ils vont avoir aller chercher un livret aussi personnalisé. Chaque joueur va avoir le sien. Dans le livret, on va aller chercher l'enquête sur laquelle on est en train de jouer, Blood on the Pier. Il y a le briefing, il y a les règles spéciales, il va y avoir des règles particulières, des choses à se rappeler pour pouvoir résoudre l'enquête. Fait que chaque joueur en a un, puis il y a vraiment une page par enquête qu'il y a dans le jeu. Donc, peu importe l'enquête qu'on a, elles sont toutes présentes à l'intérieur de ce livret-là. Cela étant dit, chaque joueur va aussi venir avec un petit plateau individualisé comme ça. On le met de ce côté-là pour jouer au mode classique. On le met de ce côté-là si on joue en One vs All ou en co-op seulement. On va avoir 4 petits marqueurs d'action qu'on va aller placer dans le haut de notre fiche. 2 Bribe Snitch Token qu'on va aller placer aussi dans le haut de notre fiche dans le mode normal. Un Solve Token qu'on va les placer là. Les joueurs ont 8 marqueurs de connaissance, 8 marqueurs de levier. On n'oublie pas que chaque joueur doit donner un de ses marqueurs levier au snitch en début de partie pour qu'il y en ait un par joueur sur son plateau individuel. Finalement, les joueurs vont commencer avec un petit peu d'argent. Ça va être 4 $ pour le premier joueur. Le terme dans le jeu, c'est du scratch. Il va y avoir 4 $ pour le premier joueur, 5 pour le deuxième, 6 pour le troisième, puis 9 pour le quatrième si on joue à 4 joueurs. Finalement, chaque joueur va avoir à se choisir une figure de détective parmi les différentes figurines qui viennent avec le jeu. Ça n'a pas d'importance qui prend laquelle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit mettre un socle de sa couleur pour se rappeler. Et on va commencer dans un des postes de police du jeu. Les postes de police sont représentés par les cases qui sont sur un fond bleu avec une espèce d'insigne de police. Fait que ce joueur-là décide de commencer ici. Pour le placement individuel de chacun des joueurs, c'est ça qu'on a à faire. Prochaine étape, comment gagne-t-on ou perd-on à Detective City of Angels? Bien, premièrement, on voit que complètement à droite du plateau, il y a une piste de tour de jeu qui est juste ici. Si à la fin du dernier tour de jeu, les joueurs, dans leur final guess, il n'y a personne qui est capable de trouver 3 informations, c'est-à-dire qui est le suspect, en fait, qui est le criminel, quelle arme a-t-il utilisé et quel est son motif, mais tous les joueurs vont perdre. Ça prend au moins un joueur qui a réussi à trouver ces 3 informations-là. Et pour s'aider à ça, pendant la partie, on a une espèce de feuille tableau qu'on peut utiliser pour noter différentes informations. Et dans le bas de la feuille, on peut se noter qui on pense est le criminel, quelle est son arme, l'arme qu'il a utilisée et quel était son motif. On va avoir 2 chances pendant la partie de le faire. À la fin de chacun des tours de jeu,
un joueur peut dépenser son Solve Token. S'il le dépense, il tente de résoudre le crime et s'il réussit, il gagne la partie individuellement. Et si jamais à la fin de la partie, les joueurs n'ont toujours pas trouvé, on voit qu'après le dernier tour de jeu, les joueurs ont droit à un final guess. Ils ont droit de tenter une deuxième fois de trouver les 3 bonnes informations. Si le rat de case goes cold, fait que la piste devient froide, on ne réussit pas à trouver les criminels. De son côté, le Chisel va gagner la partie s'il réussit à retarder les détectives suffisamment pour qu'ils ne trouvent pas qui était le criminel, quel était son motif et quelle était l'arme du crime utilisée. Je précise que ces 3 façons de trouver le criminel-là, ces trois éléments qu'on doit trouver, c'est dans la partie de base. Dans les autres parties, les autres cas, il peut y avoir différentes variantes sur la façon dont on va gagner la partie. Je précise aussi que pour des raisons d'aisance et de clarté, on n'a pas besoin d'être extrêmement précis sur le motif. Derrière chaque détective casebook, on a une liste de motifs qu'on peut utiliser pour expliquer pourquoi le criminel a voulu assassiner quelqu'un. Fait que ça peut être pour une raison politique, pour une raison mob-related, reliée à la drogue, reliée à l'argent, le besoin d'être remarqué, le besoin de protéger quelqu'un pour garder un secret, etc. Fait qu'on a juste à noter l'un de ces motifs-là, puis même certains crimes vont avoir plusieurs motifs possibles. Si on en trouve au moins un, on peut être candidat à la victoire. Fait que c'est comme ça qu'on va gagner ou perdre à détective. Maintenant, il reste à regarder un tour de jeu en tant que tel, comment ça marche. Le tour de jeu est relativement simple. On va avoir une série d'actions qu'on peut prendre ici, puis quand un détective veut prendre une action, il fait tout simplement déplacer un cube vis-à-vis cette action-là. Chaque détective a 4 actions par tour, on y va dans l'ordre de tour de jeu, et si un détective veut prendre la même action plusieurs fois, il n'y a absolument rien qui l'empêche. Fait qu'il peut prendre la même action 4 fois si ça tente dans son tour, il n'y a absolument aucun problème. Fait que, quelles sont ces dites actions? Action numéro 1, on a Move. Quand on va bouger tout simplement à l'intérieur du même district. Fait que comment ça fonctionne? On voit ici, je ne sais pas à quel point on va bien le voir à la caméra, mais on voit ici les districts sont séparés par des lignes de couleurs. Fait que j'ai le district qui est dans le rouge, j'ai un autre district ici qui est complètement en haut, le district qui est dans le jaune, dans le bleu, puis dans l'espèce de bleu marin qui est de ce côté-ci. Fait que si mon détective voulait par exemple se rendre au chiffre 83 qui est juste là, en une seule action, il pourrait se rendre parce qu'il est à l'intérieur du même district. Comment ça fonctionne si je vais aller explorer un autre district? Je dois commencer avec une action par me déplacer sur un district qui chevauche plusieurs districts. Je pourrais me prendre première action, me rendre au 82. Et comme deuxième action, je pourrais m'en aller par exemple au poste de police 51. Ce n'est absolument pas au problème. Je précise que les endroits qui sont sur fond bleu sont des postes de police, des stations. Les endroits qui sont sur fond orangé sont des endroits reconnus pour appartenir au mob, donc à la pègre. Puis les endroits qui sont sur fond blanc sont des endroits normaux en quelque sorte, là, qui n'ont rien de particulier. Fait que ça, c'est l'action Move. On peut, si on est sur le même lieu qu'un suspect, on peut prendre une action pour le questionner. Fait que si je pourrais prendre une première action pour m'en aller ici, puis dépenser une deuxième action pour poser une question à ce suspect-là. Ça, je vais revenir dans un autre petit segment sur le fonctionnement de l'interrogatoire, c'est le cœur du jeu. Troisième action qu'on peut faire, on peut chercher un lieu. Peu importe on est où sur le plateau de jeu, disons que je suis ici ou je suis ici au Wrigley Field à Los Angeles, je pourrais dire au Chisel, je prends une action et je cherche ce lieu-là. Le Chisel va avoir une série de cartes comme ça, et lui va aller regarder, sans trop en révéler, il va aller regarder si une de ces cartes a le numéro qui a été demandé. Si c'est le cas, il va donner la carte à ce joueur-là. Le carte va lire l'information qui est de l'autre côté et va apprendre quelque chose. S'il n'y a rien sur cette carte-là, il va lui donner cette carte-là, que de l'autre côté, il n'y a pas d'indice, mais il va lui donner cette carte-là. Il va lui dire tous les autres lieux, quand tu cherches, c'est cette carte-là que je te donne. Donc, c'est une action qu'on peut faire. Il y a le même principe pour Search Suspect. Fait que si je suis sur le même lieu qu'un suspect, disons que je m'en vais à cet endroit-là, je peux décider de fouiller le suspect. C'est le même principe. Le Chisel va aller regarder dans son deck de cartes personnel secret s'il y a une carte qui correspond à ce suspect-là. S'il y en a une, il va la donner au joueur. Et le joueur obtiendra une information par rapport à ce suspect. Finalement, il va avoir, pas finalement, l'avant-dernière action, il va avoir Analyze. Analyze, ça permet tout simplement de recevoir un scratch, $1. Si on a une action perdue, on ne sait pas trop quoi faire, on peut toujours faire ça. Et la seule action qu'on a le droit de faire juste une fois par tour, c'est l'action Kickback.
l'action kickback, on va compter le nombre de joueurs qui sont en jeu en incluant le chisel. Le joueur doit être dans une station de police pour pouvoir faire l'action kickback. Puis ce joueur-là va gagner 1$ par joueur en jeu. Fait que dans ce cas-ci, on est dans une partie à 3 détectives. Fait que le joueur gagnerait 4$ qu'il va placer sur sa fiche individuelle. Fait que pour la série d'actions qu'on a à faire, c'est pas plus compliqué que ça. Le joueur fait ses 4 actions, après c'est au joueur suivant. Quand tous les joueurs ont fait leur tour de jeu, ben selon où on commençait sur ce plateau-là, les joueurs vont décider s'ils utilisent leur solve token, s'ils tentent de résoudre le crime. Si personne ne tente de résoudre le crime, on passe au tour suivant, puis on recommence avec une série de 4 actions par joueur. Si un joueur tente de résoudre le crime, il va l'indiquer sur sa fiche comme ça ici. Il va pouvoir le faire à la fin de son tour. Fait qu'il va écrire le nom du suspect. Il va l'écrire sur la ligne C. Il va dire quelle était l'arme qu'il a utilisée. Il va dire quel était son motif. Et il va donner sa feuille au chisel. Le chisel va tout simplement lui dire, un petit peu comme un mastermind, tu as 1, 2 ou 3 bonnes réponses. S'il a 3 bonnes réponses, le détective gagne. S'il a moins de 3 bonnes réponses, son jeton solve est dépensé et on passe au tour de joueur suivant. Fait que maintenant, le concept d'interrogatoire, comment ça fonctionne, c'est le cœur du jeu. C'est ça qui va driver la mécanique du jeu. C'est ça qui le rend intéressant. À ce jeu-là, quand on veut poser une question à un suspect, ben on va tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, on va prendre un certain nombre d'actions en se déplaçant pour se rendre à un endroit où il y a un suspect, et on va prendre une action pour questionner le suspect, tout simplement. Chaque fois qu'on le questionne, on doit prendre une action pour chaque question qu'on veut poser. La façon que ça fonctionne, c'est que dans Detective City of Angels, on n'a pas besoin d'être précis avec la question. On n'a pas besoin de dire que faisais-tu le soir du crime ou des trucs comme ça. On va questionner les suspects par rapport aux différentes cartes qui sont révélées, ce qu'on appelle les case cards. Pour l'instant, dans ce scénario-là, au début du scénario, on a 4 cartes qui commencent révélées. On a la victime et on a 3 potentiels suspects, 2 frères puis leur boss. Fait que quand on va poser une question à ce personnage-là, on va lui demander: est-ce que je te pose une question sur le sujet A, B, C ou D? C'est que c'est aussi simple que ça. Que les cartes sont toujours dans le haut du plateau pour qu'on se rappelle, puis la lettre est juste en dessous de chacune des cartes pour qu'on soit capable de faire une association facilement. Le chisel, lui, comme je l'ai dit plus tôt, il y a une espèce de livret comme ça, il y a son casebook, et à l'intérieur du casebook, il y a une page où il y a toutes les cartes possibles, je ne les montrerai pas toutes, mais il y a toutes les cartes possibles qu'il peut avoir dans le haut du plateau, fait que A, B, C et D, et il y a les réponses possibles que ce personnage-là peut donner pour chacune de ces cartes-là. Fait que disons que le joueur pose une question à propos de la victime, donc à propos de la carte A, mais le chisel va aller voir quelles sont ses réponses possibles. Là, on voit que dans ce cas-ci, ce personnage-là n'a qu'une chose à dire, mais parfois il y a des choix. Ce qui est écrit en caractère noir est la réponse qui va donner le plus d'informations dans le contexte, puis ce qui est écrit en caractère rouge va être des réponses qui peuvent confondre, qui peuvent mélanger ou qui peuvent amener les détectives sur des mauvaises pistes. Fait qu'avec une série de petites cartes qui ressemblent à ceci, et on a une petite référence, je vais vous spoiler un petit quelque chose, fait que si vous voulez absolument rien voir, arrêtez là. On voit ici qu'il y a un petit 3C à l'intérieur, c'est la seule réponse que Don DiCaprio peut donner à propos de la carte A. Mais je vais aller chercher la carte qui est numérotée 3 au centre, fait que c'est la 3 ici. Je vais l'enligner sur le C vers le haut. Je vais mettre ça dans ce petit calepin-là, dans cette petite enveloppe-là, et je vais glisser l'enveloppe au joueur. Le joueur va la prendre, il va la lire secrètement, parce que c'est un jeu qui est compétitif, et là, il voit c'est quoi la réponse que le joueur lui donne. Ensuite, le joueur va prendre une décision. Est-ce qu'il le croit, ou est-ce qu'il a l'impression que le chisel tente de le mener en bateau? Il va révéler, il va dire au chisel s'il le croit ou s'il pense qu'il tente de le mener en bateau. Comme je l'ai dit plus tôt, certaines réponses sont les réponses qui donnent le plus d'informations, celles qui sont en noir. Certaines réponses sont là pour confondre les détectives, celles qui sont en rouge. Si le joueur dit « c'est beau, je te crois », l'interrogatoire s'arrête là, puis le joueur continue son tour de jeu comme il l'était, où il était rendu. Si le joueur dit « non, je ne te crois pas », il peut se passer deux choses.
Si le joueur dit non, je te crois pas, et il avait raison, parce que le chisel ne lui donne pas l'information la plus utile, il lui a pas choisi un texte qui est écrit en caractère noir, ben le détective va gagner un levier contre ce personnage-là. Fait que si j'ai interrogé Dom qui est juste ici, le détective a su qu'il lui mentait, par exemple. Fait qu'il va aller mettre un petit chapeau juste en dessous de Dom pour se rappeler qu'il y a un levier contre Dom. À l'inverse, s'il dit non, tu mens, je ne te crois pas, et le chisel lui révèle, ben pourtant j'ai dit la vérité, ben le jeton de levier va s'en aller sur le plateau du chisel. Il va en avoir un de plus contre ce joueur-là. Et c'est lui qui va décider quand il va l'utiliser, puis j'expliquerai dans quelques instants à quoi ça sert d'avoir du levier, que ce soit un personnage contre un joueur ou le chisel contre l'un des joueurs. Fait que pour l'interrogatoire, tout retourne autour de ça. Et là, il n'y a absolument rien qui empêcherait le joueur, avec une autre action dans le même tour, de dire ben, je questionne encore Dom, mais cette fois-ci, je le questionne sur lui-même. Fait que là, on va aller chercher je questionne Dom. Dom, je le questionne sur lui-même. Fait que c'est ça la réponse qu'il peut donner. S'il questionnait un autre personnage sur lui-même, ou s'il questionnait ce personnage-là sur Dom, ben, il y aurait deux choix de réponse. Et c'est toujours le chisel qui va choisir quelle réponse il lui donne parmi toutes les réponses possibles qui sont sur ces petites cartes-là. Fait que pour l'interrogatoire, ça fonctionne comme ça. Dernière information importante sur l'interrogatoire, j'ai expliqué comment ça marche du point de vue d'un détective, mais tous les autres détectives, même si c'est un jeu compétitif, vont être impliqués dans cet interrogatoire-là. Fait que la procédure est toujours la même. Le détective va poser sa question, dans ce cas-ci, à Dom. Le chisel va choisir sa réponse comme je viens de l'expliquer. Mais avant que le détective dise « je te crois, je ne te crois pas », tous les autres joueurs, on va prendre un 3 secondes, puis tous les autres joueurs vont décider s'ils envoient leur snitch ou non. Fait que parmi les deux jetons qu'ils ont, les joueurs vont choisir un des deux qui vont mettre sur le coin du plateau, sur l'endroit qui est prévu à cet effet, secrètement. Pour pouvoir mettre le jeton bribe, ils doivent avoir au moins 3 scratch, donc 3$ pour pouvoir utiliser le jeton bribe. Sinon, ils n'auront pas le choix d'utiliser pass. Dans tous les cas, quand tous les joueurs ont pris leur décision, ben, chaque détective va révéler s'il bribait quelqu'un, s'il soudoyait quelqu'un ou s'il passait. S'il passait, l'interrogatoire continue comme je viens de l'expliquer. Mais s'il avait décidé de soudoyer quelqu'un, ben, le détective doit payer 3$ et il va aller lire la même réponse que celle qui a été glissée à l'intérieur de la petite enveloppe. Fait qu'une fois que le chisel va avoir passé la petite enveloppe au joueur bleu parce qu'il va pouvoir lire la réponse à la question qu'il vient de poser, ben, le joueur vert, comme il a payé avec son jeton bribe, ben, on va lui passer aussi l'enveloppe, puis lui aussi va pouvoir aller lire la réponse. Ça simule le fait qu'il connaissait le barman de ce bar-là, puis il l'a payé pour que le barman lui rapporte la conversation entre le détective bleu et le suspect. Fait que ça, c'est le concept de bribe. Fait que c'est la raison principale pour laquelle on va avoir de l'argent à l'intérieur du jeu. Donc maintenant, comment utilise donc ce dit levier duquel je parle depuis tantôt? Disons que le détective bleu et Dee DiCaprio sont ensemble sur la case ici 27, complètement en haut à gauche du plateau. La façon dont on va utiliser le levier, c'est que si le joueur tente d'interroger un personnage contre qui il a du levier, c'est-à-dire qu'il l'a pris dans un mensonge précédemment dans la partie, il peut lui poser une question en utilisant une action comme d'habitude sur n'importe quel des sujets disponibles. Fait que l'une des cartes qui est ouverte en haut, disons qu'il lui pose une question sur la carte C d'Homme DiCaprio, et il lui dit « j'utilise mon levier ». Fait qu'il va dépenser son jeton qui est vis-à-vis le joueur, et ça va le forcer à donner la réponse la plus utile possible. Fait que dans les choix de réponse que Dee va avoir, Dee est ici, il pose une question sur Dom qui est la carte C telle qu'indiquée en haut, fait qu'il n'y aura pas le choix d'aller lui donner la réponse la plus utile, fait que la réponse qui est écrite en noir. Fait que le levier fonctionne comme ça pour le détective. Pour le chisel, il fonctionne un petit peu à l'envers, mais c'est un peu le même principe. Le chisel peut s'en servir de deux façons. Si le chisel a sur son plateau des jetons de levier contre un joueur, si ce joueur-là pose une question, peu importe à qui, ben, il peut dire « je dépense l'un des jetons qui est sur mon plateau, je le remets dans ta réserve personnelle et je ne réponds pas à ta question. » Tout simplement. La deuxième chose qu'il peut faire le chisel avec un levier, c'est disons que le joueur bleu pose une question ici à Dee et le joueur rouge lui disait je paye 3$ pour soudoyer le barman du Château Marmont
Et comme ça, je vais avoir aussi la réponse. Ben, le chisel pourrait dire non, joueur rouge, je dépense un levier que j'avais contre toi. Et tu ne liras pas la réponse, toi non plus. Fait que tu n'auras pas accès à la réponse. Il y a juste le joueur bleu qui va avoir accès à la réponse. Fait que le principe de base du levier, c'est soit d'avoir plus d'informations, de l'information fiable pour les détectives, soit de bloquer de l'information aux détectives pour le chisel. Prochain concept duquel je veux parler, c'est justement le concept des case cards qui sont en haut. Ce sont tous les suspects, lieux importants, objets importants, informations importantes qui ont rapport avec le crime qu'on est en train de résoudre. Puis c'est en avançant qu'on va pouvoir les révéler. Généralement, c'est en faisant soit un interrogatoire à quelqu'un, soit en fouillant un lieu qu'on va trouver l'information qu'il y a sur une case card. Disons par exemple que le joueur bleu apprend qu'il y a quelque chose de spécial au stade olympique à la case 42, il va puis il cherche le lieu. Ça se peut qu'on lui dise, dans le petit paquet de cartes qui est ici, ça se peut qu'on lui dise va révéler la carte E, va regarder la carte E. Fait que le joueur bleu va aller prendre la carte E, va aller regarder ce qui est de l'autre côté, que je ne vous montrerai pas. Ça peut être une arme, ça peut être une information à propos d'un des suspects, ça peut être un sac d'argent qui était caché au stade olympique. Mais là, il y a juste lui qui va le savoir c'est quoi. Pour se rappeler, il va avoir un de ses marqueurs de connaissances, puis il va aller le placer juste en dessous. Ça va lui rappeler que lui, il a accès à cette information-là, puis il peut aller la regarder quand il veut. Pour des raisons d'équité, on va donner un décompte, parce que là, le principe, c'est que tous les joueurs sont des détectives, ils sont en compétition, mais l'information, c'est quand même difficile de ne pas la rendre publique une fois qu'un détective a une information à propos d'un cas. Donc, on va prendre un petit jeton qui est à la même lettre que la case qu'on a, puis on va aller le placer 3 tours plus loin que le tour où on se trouve actuellement. Puis quand on va descendre dans les tours de jeu, au fur et à mesure que ça va avancer, quand notre marqueur de tour de jeu va rencontrer le marqueur pour cette carte-là, on va tourner la carte. Les postes de police ont fini par diffuser l'information que le détective avait trouvée. Fait que tout le monde sait qu'il y a eu un sac d'argent, par exemple, qui a été trouvé sur ce lieu-là. Ça peut faire avancer l'enquête. Fait que les case cards, c'est principalement comme ça. Fait qu'on va soit en fouillant les gens, soit en fouillant des lieux, soit en interrogeant les différents suspects, on va révéler tranquillement les case cards. Et pour des raisons évidentes, si tout le monde, il y a des jetons de la couleur de tous les joueurs en dessous, on peut tout simplement révéler la carte. Tout le monde est au courant de cette information-là. Dernière information, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec notre argent. Là, moi, j'ai déjà parlé de snitch. Snitch, c'est qu'on va écouter la réponse qui a été lire en fait la réponse qui a été donnée à un autre joueur par le chisel à une question quelconque. Mais on a 3 autres options aussi qu'on peut utiliser pour l'argent. Fait que première option, goon. Si le chisel bloque une question à laquelle on pose, on peut payer 2$. On paye un goon qui va tabasser le chef de la PEG pour qu'il nous réponde d'une façon ou d'une autre. Détective, si je suis sur la même case qu'un autre détective, je peux soudoyer ce détective-là, puis il n'a pas le choix d'accepter mon bribe. On est à Los Angeles dans les années 40. Fait que je peux soudoyer l'autre détective en le payant 2$ pour qu'il me révèle une information. Ça veut dire que si, par exemple, le détective bleu avait l'information sur cette carte-là, moi je suis le vert, je me trouve sur la même case que le détective bleu, je peux lui payer 2$ pour moi aussi aller regarder cette carte-là et mettre un jeton vert en dessous, montrant que j'ai cette information-là. Finalement, on peut demander à un officier. Fait que si on est sur un poste de police, on peut payer 3$ qu'on remet à la banque pour aller chercher une information qu'un autre joueur possède déjà en haut, en fouillant dans les dossiers de la police, dans le fond. Fait que là, c'est la même chose que si j'étais sur la case qu'un autre détective. Je pourrais, par exemple, si j'étais le joueur vert, aller sur n'importe quel poste de police du jeu, payer 3$ et gagner la connaissance sur cette carte-là. Ça met fin aux explications qui concernent Détective. Maintenant, passons à la revue finale. Pour la revue finale, avant de passer en fait à la revue finale, 2 petites choses juste pour être sûr que c'est clair. Quand on interroge un suspect, comme je l'ai dit tantôt, on a un petit. Le chisel va avoir un petit livre comme ça qui montre toutes les réponses les plus utiles, puis toutes les réponses qui peuvent mener à la désinformation pour les détectives. Comme j'ai dit tantôt, les détectives ils ont le choix. Soit je pense que tu dis la vérité, fait que l'interrogatoire s'arrête là, puis je prends l'information, soit je pense que tu mens. Puis là, dépendamment du résultat, il y a un des 2 joueurs qui va gagner un levier sur l'autre. Je précise juste pour être certain que ça soit clair, pour des raisons évidentes. Si le détective prend un suspect dans un mensonge, le chisel va avoir à changer la carte pour lui donner la réponse la plus utile. Puis ensuite, il va lui montrer. Fait qu'en plus de gagner un levier, le détective s'assure qu'il a aussi la réponse la plus utile. Et dans le même ordre d'idée, quand on utilise un snitch,
Donc, quand on lit la réponse à la question qu'un autre joueur a posée parce qu'on a payé 3$ après un interrogatoire, bien, si le détective a pris le suspect dans un mensonge et lui a forcé à changer sa carte de réponse, nous, en tant que snitch, on ne lit que la deuxième réponse, que la vraie. On ne lit pas la première. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce que le Chisel tentait de lui donner comme information initialement. Cela étant dit, détective, qu'est-ce que j'en pense? Moi, personnellement, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Mais les gens avec qui j'ai joué, les réactions ont été mitigées. Je m'explique. Ben, je vais faire comme à l'habitude. Premièrement, les composantes, c'est un super, super beau jeu. Le plateau, moi, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très rétro. On va chercher l'ambiance des jeux comme Elle est noire ou des films comme LA Confidential, Los Angeles interdite en français. Fait que dans le visuel des cartes, dans le visuel des suspects, les dessins, la façon que c'est fait, c'est très, très bien réussi. Tout est très fonctionnel, tout fonctionne super bien à l'intérieur du jeu. Fait que ça, j'ai rien à dire, les petits jetons autant de plastique que de bois, tout fonctionne très bien. Fait qu'au niveau des composantes, j'ai rien à dire. Au niveau du gameplay, c'est un jeu qui est particulier parce que le gameplay est simple et est intuitif. On prend la majorité de ses actions à se déplacer, à aller chercher un petit peu d'argent, à aller tabasser quelqu'un pour lui poser une question, etc. Le cœur du jeu se tourne autour du fait de fouiller les suspects ou les lieux et de leur poser des questions puis de tenter de déduire l'information, de déduire qui a fait quoi, pour quelle raison, avec quoi, où. C'est une espèce de clou plus poussé en quelque sorte. Et on a une espèce de petite feuille comme ça ici pour s'aider au fur et à mesure. Fait qu'ici, à la gauche, on peut écrire le nom de tous les suspects qu'il y a à l'intérieur du jeu. On peut écrire chaque carte, qu'est-ce qu'elle représente dans le haut. Puis on peut écrire, ben là, moi, au suspect numéro 2, je lui ai posé une question sur la carte B, puis ce qu'il m'a dit, c'est n'importe quoi. Fait que ne pas le croire sur ce sujet-là. On peut prendre autant de notes qu'on veut là-dessus pour s'aider à organiser l'information dans notre tête. On a une place pour faire notre premier guess dans le jeu, pour faire notre final guess à la fin de la partie. Fait que c'est utile aussi. Mais le gameplay est particulier parce que les joueurs ne collaborent pas ensemble dans son mode de jeu de base, qui est selon moi son meilleur mode de jeu. Fait que c'est un peu particulier pour un jeu d'enquête que les joueurs doivent chacun de leur côté tenter de résoudre l'enquête avant les autres, mais en même temps c'est extrêmement représentatif de la thématique qu'ils essayent d'installer à l'intérieur de ce jeu-là. C'est-à-dire la thématique des films policiers noirs qui se passent à Los Angeles généralement, dans les années 30, 40, 50 ou des fois à Chicago. Fait que cette espèce d'ambiance-là que les policiers se font pas confiance en eux, mais des fois il y en a un qui peut aller en payer un autre pour avoir une information pour tenter de résoudre le crime. Ultimement, on veut quand même le trouver, c'est qui le criminel, mais il y a juste un détective qui va gagner, celui qui le trouve avant les autres, parce que l'idée c'est d'être le policier le plus glorieux, le détective le plus glorieux, qui est le plus connu de Los Angeles à cette époque-là. Fait que la thématique, elle plaira pas à tout le monde. Il y en a la moitié avec qui j'ai joué. Il en fait, ouais, moi j'aime mieux un jeu comme par exemple Chronicle of Crimes, où on va collaborer tout le monde ensemble pour tenter de trouver l'énigme. Puis il y en a l'autre moitié, ils ont beaucoup aimé l'espèce d'aspect course, là, de je vais prendre une chance à faire le guess pour trouver c'est qui le criminel puis aller l'arrêter, mais là ça se peut que je me trompe sur quelque chose, fait que je pourrais pas procéder à mon arrestation. Fait que là, vu que j'ai pris ma chance au tour 3, la prochaine fois que je peux essayer, c'est juste le final guess. Fait que tous les autres joueurs, il y a encore 3 autres tours à collecter de l'information puis à essayer de prendre un guess avant qu'on arrive au final guess pour qu'ils puissent tenter de trouver la réponse avant moi. Fait que ça, moi j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. L'autre défaut que le jeu va avoir, à part cette espèce de dichotomie-là qu'il n'y a pas habituellement dans ce genre de jeu-là, l'autre défaut que le jeu va avoir, c'est que ça prend de la préparation. Celui qui va jouer le Chisel, celui qui va être contre les autres, il peut pas juste ouvrir, ok, on fait le case numéro 4, il ouvre les cartes, puis il commence, puis on part. Il doit lire l'introduction, il va aller lire l'épilogue, qui est un passage qu'on va lire une fois que le cas a été résolu. Il va aller lire l'épilogue, il va aller regarder toutes les cartes qui viennent dans ce case-là, une par une. Il va aller lire toutes les réponses que les suspects pourraient donner à propos des différentes questions qui pourraient se faire poser pour se préparer. Parce qu'il doit pas avoir une connaissance approximative du cas de l'enquête en cours. Il doit avoir une très bonne connaissance de l'enquête en cours pour être capable de, il était en anglais misdirection, pour désinformer les policiers puis les envoyer au mauvais endroit puis leur donner des fausses pistes puis leur faire perdre leur temps. Il doit savoir ce qu'il fait. Fait que c'est particulier pour un jeu d'enquête comme ça qu'un des joueurs ait besoin d'un temps de préparation pour apprécier grandement le jeu. Puis évidemment, comme il y en a un qui est comme tout le monde, contre tout le monde, ça va en prendre un joueur qui veut le faire. Parce que, en toute honnêteté, pour l'avoir essayé, le mode coop puis le mode solo, c'est ordinaire. Il enlève tout l'argent du jeu. Fait que tout le concept de brib, de snitch,
d'aller tabasser quelqu'un, puis de le faire parler, puis de sortir ses goons pour faire parler le criminel. C'est tout sorti du jeu. Il n'y a plus d'argent quand on joue dans le mode coop. Je suis obligé de dire que ça l'enlève une grande partie de stratégie, de savoir que l'autre joueur pose une question, c'est à ce sujet, moi ça m'intéresse d'avoir la réponse, j'ai pas beaucoup d'argent, est-ce que je la sacrifie, je dépense mon argent quand même pour avoir accès à cette information-là. Il n'y a pas ça dans le mode coop. Puis je pense que ce que j'aime le moins dans le mode coop, c'est qu'ultimement, on contrôle collectivement un détective. Fait que s'il n'y a pas un concept où on a chacun notre détective, puis on se promène chacun notre bord, puis on va explorer, non, on se dit ensemble, ok, on va là, on pose telle question à lui, etc. Puis dans le mode solo, c'est le même principe, mais le mode solo, je suis obligé de dire, il est quand même bien fait, mais il y a ce que je trouve être un défaut, mais il est quand même bien fait dans le sens qu'il y a une espèce de livret comme ça qui s'appelle le Sleuth. Et là, il va y avoir une série de, selon la question que je pose, ça marche comme un livre dont vous êtes le héros. Selon la question que je pose, ils vont me dire, va lire tel paragraphe, c'est ça qui te répond. C'est comme si on avait préprogrammé toutes les réponses de tous les sujets, de tous les suspects. Fait qu'il va dire, va voir telle réponse, je vais aller à la réponse 32. Là, je vais avoir le choix. Si tu le crois, va voir 44. Si tu le crois pas, va voir 21. Puis là, il va me dire si je gagne un levier ou non dessus, etc. Puis à chaque fois que je pose une question, je vais avoir l'option, est-ce que tu utilises ton levier? Si oui, va à tel paragraphe. C'est quand même bien fait, mais je trouve ça dommage qu'on contrôle juste un détective. Dans le mode One vs All, c'est le même principe, c'est juste qu'il y en a un qui joue le chisel et tous les autres collaborent ensemble en contrôlant un détective pour tenter de résoudre l'enquête. Fait que je trouve que ces deux modes-là, il me manque un petit quelque chose. Tandis que le mode de base, où tout le monde est contre, je trouve que c'est là qui est le plus riche, que c'est là que c'est le plus intéressant. Sa plus grosse qualité, peut-être, c'est sa rejouabilité, je dirais, d'une certaine façon. Parce qu'une fois qu'on a fait un mode, qu'on a résolu une enquête dans un mode, on peut très bien être le chisel pour faire vivre l'enquête à d'autres joueurs. Et le jeu vient quand même avec un paquet d'enquêtes différentes. Chaque boîte, c'est une enquête différente et les enquêtes sont séparées en différents codes de difficulté. Fait que les enquêtes qui ont un petit fond vert sur le côté comme ça, c'est des enquêtes faciles. Il y en a qui ont un petit fond jaune sur le côté qui sont des enquêtes un petit peu plus difficiles. Puis il y en a qui ont un fond rouge, un petit indice rouge ici sur le côté, qui sont les enquêtes les plus complexes. Et pour en avoir fait quelques-unes, ce qui est le fun aussi, c'est que de temps en temps, dans une boîte, on nous amène une nouvelle règle, on nous amène une carte particulière. Il y a des cartes mystères, des fois, qu'il faut trouver. Puis la carte va expliquer un peu comment elle fonctionne à l'intérieur de cette enquête-là. Je ne vais pas trop en révéler. Mais dans chaque petite boîte, on a quand même des petits punchs puis des petites nouveautés. C'est rien de legacy, rien qu'on ne peut pas réutiliser. Mais il y a des petits punchs, des petites nouveautés, des petites choses qui vont changer dans les règles. Parfois, une enquête la façon dont on va gagner cette enquête-là va changer. Il ne faut pas trouver qui est le criminel, puis qui a tué qui, puis avec quoi. Mais il faut trouver où est caché l'argent, par exemple, des trucs comme ça. Fait que ça va être intéressant, ça va changer d'une partie à l'autre aussi. Fait que sur ça, c'est vraiment un jeu qu'il faut essayer pour voir si vous allez aimer ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est du 50-50 jusqu'à date. Moi, je suis dans le 50 qui a beaucoup aimé ça, mais j'ai plusieurs joueurs qui n'ont pas trippé sur l'aspect non collaboratif de l'enquête, où là, il y avait l'impression qu'ils se faisaient shifter, puis ils ne comprenaient pas ce qui se passait, puis ils ne voyaient pas des liens que d'autres joueurs avaient vus, fait que ça les frustrait. Fait que ça, je peux comprendre ça, mais selon moi, c'est quand même un très très beau jeu, puis c'est une belle... justement une belle variante sur tous les jeux d'enquête en partant de Unlock à Detective, à Chronicle of Crimes ou Crime Story, je sais pas trop, qu'il y a eu dans les dernières années. Celui-là, il a décidé d'aller dans une autre direction pour faire quelque chose de compétitif et selon moi, il a réussi. Fait que moi, je vous le recommande fortement si vous êtes capable de mettre la main là-dessus. C'est sorti à Gen Con, ça devrait arriver dans les magasins éventuellement, je sais pas quand, ça va probablement être cher. Il y a déjà une extension qui est prévue. En fait, ceux qui l'ont backé sur Kickstarter ont déjà l'extension qui amène des nouveaux codes, des nouveaux specs, quelques nouvelles règles. Fait que moi, je vous recommande de jeter un coup d'œil à ça. C'est quelque chose de très solide selon moi. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Vous pouvez venir vous inscrire à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez venir vérifier tout ce qu'on fait, nous supporter sur Twitter, Patreon, Twitter, Facebook et Instagram. Et comme à l'habitude, vous pouvez nous supporter sur Patreon. On apprécie toujours les dons pour pouvoir continuer à fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez à trouver d'excellents jeux à essayer. Ciao!